ça et là les restes de la première enceinte. On va également évoquer la vie des Bruxellois à l'époque. Et puis au fur et à mesure du chemin, on va également rencontrer quelques monuments qui sont importants dans la vie des Bruxellois. Donc on évoquera sur le chemin également. Alors, je vais commencer par vous montrer une maquette. Et la maquette, vous pouvez le voir à la maison des rois. Et la maquette, en fait, de la ville à l'époque. Et en fait, nous, on est situé pour le moment ici. Donc, on est extramuros, on est à l'église Notre-Dame de la Chapelle. Et le chemin qu'on va faire aujourd'hui, on va pénétrer dans l'enceinte via l'ancienne Stateport, qui n'existe plus. On va longer l'enceinte. On va passer à côté d'endroits où se trouve pendant longtemps l'hôpital Saint-Jean, les anciens marchés d'en haut où on a la halle aux blés. On va longer l'ancien couvent des Carmes, des Carmélites. Et puis après, on va se rendre vers le quartier Saint-Géry, passer dans une nouvelle église, l'église Saint-Géry. On va aller à l'église, à la place Saint-Géry. Il y avait tout le port de Bruxelles à l'époque. Et puis on va remonter jusqu'à la cathédrale Saint-Michel-et-Guigul, où on va ressortir de la ville, passer à l'extérieur de l'enceinte et re-rentrer à la hauteur d'Odenberg. On va s'aventurer un peu dans le quartier des escaliers des Juifs. Et puis finalement, on terminera à l'extérieur de l'enceinte à la fin de l'après-midi. Alors il y a des endroits dont je ne vous ai pas parlé, puisqu'on ne passera pas par là, mais je vous l'évoque quand même. C'est ici le couvent des franciscains. C'est actuellement l'endroit où se trouve la bourse. Et donc il y a un musée qui est pour le moment fermé, on ne sait même pas le voir pour le moment. Vous avez ici également l'église Saint-Nicolas. On a trouvé l'église à l'époque. Et ce qu'on appelle les marchés. C'est une région de la grande place. Il y avait une dimension dans les noms des rues. On a le beurre, on a donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer avant de commencer cette balade. Voilà. Donc nous sommes ici à l'église Notre-Dame de la Chapelle. Donc c'est une église. En fait, dans le temps, il y avait déjà une chapelle ici. Donc au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, on a déjà des traces d'une chapelle. Chapelle dédiée au culte de Notre-Dame. Finalement, en 1304, donc c'est déjà 1204, on va avoir l'implantation d'une église qui va commencer, qui va être construite tout au long du XIIIe siècle. C'est une église qui va être construite en plusieurs phases. On a d'abord la partie chœur et le transept qui va être construit dans un style romano-gothique, et puis toute la nef dans un style le plus flamboyant. Alors c'est une église qui au fur et à mesure des temps va être incendiée, va être pillée, et finalement après le bombardement de Bruxelles, elle va être vraiment très fort abîmée, et on va reconstruire, on va en tout cas enlever la flèche et reconstruire donc une tour de style baroque, alors un clocher de style baroque à l'entrée. Alors cette église elle a un rôle très important à l'époque, puisqu'on est dans le point de ralliement de tous les habitants du quartier. Alors on était dans un quartier qui était essentiellement un quartier où on avait tout ce qui était artisans, des ouvriers, du secteur textile et également de la draperie. Alors on a plus de traces vraiment de ça, on a quelques traces qui peuvent remettre sur le chemin, ce sont des noms de rues. Alors je voulais vous poser une question, est-ce que vous avez une idée de deux noms de rues proches qui nous évoquent directement ces métiers? Voilà, ça serait le premier exemple, la rue des Tanneurs, effectivement. Donc tout ce qui était tannerie, qui se trouve ici en contrebas. Il y en a une deuxième, qui n'est pas très loin, qui est plutôt du côté du Sablon, à l'arrière du Sablon, des petits sablons. La rue Hollande. Alors là, le nom vient simplement qu'il y avait là des collets où on faisait sécher la laine. Et c'était la laine qui servait effectivement pour les draperies, pour le nom de cette rue. Donc on a ici cette industrie. Alors on est extramuros, souvent ce genre d'artisans sont extramuros. Il faut savoir que c'est essentiellement très odorant. Dans toutes les villes, on les mettait souvent à l'extérieur. Et en plus, on est dans une population qui est assez pauvre et qui a le sang chaud. Donc, pour éviter tout ce qui était rébellion, etc., donc on les laissait assez à l'extérieur de la ville. Alors, ces quartiers au XIIIe et au XIVe vont, grâce à la draperie, se développer. Et finalement, quand on a construit la deuxième enceinte qui se trouve avec la porte de la rue Haute, ils vont être incrustés dans la ville. Alors je voulais revenir après sur la rue qui est là, la rue Haute.
La rue Haute, c'est une route très importante pour Bruxelles, puisqu'on parle d'une des toutes premières voies d'accès à Bruxelles. C'est une route gallo-romane qui va donc être employée essentiellement comme route d'accès de tout ce qui est produit agricole. Donc tout ce qui est produit agricole arrive en ville par cette route qui nous mène à la Steenpoort, à l'entrée de la ville. Alors, ce quartier, il est plus connu sous un autre nom également, c'est le nom de quartier des Marolles. Alors ça, c'est un nom qui vient beaucoup plus tard. En fait, on est au XVIIe siècle, on a un courant qui va s'installer, enfin un ordre religieux, qui est l'ordre de Mariam Colantes, et pour le nom Marolles. Donc ça vient de ce nom-là. Il y a un autre personnage qui est très connu dans le quartier, vous le voyez sur la place, c'est mon pote qui est là en train de dessiner, c'est Bruegel, qui est vraiment un des grands peintres donc, du XVIe. Il ne faut pas oublier que sa famille avait une maison dans la rue Haute, et donc il va séjourner par ici, et c'est également ici qu'il va mourir en 1569, et dans l'église on a un monument à son honneur, qui évoque le fait qu'il soit mort ici. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'ensemble, nous allons rentrer dans la ville, via la Steenpoort, donc je vous propose de m'accompagner. C'est une des plus vieilles rues de Bruxelles. Son nom vient en fait d'un cours d'eau qui descendait ici, la Rollevee. Alors le mot roll, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire en irlandais. Rouler. Rouler, voilà, donc c'était un courant qui roulait du sablon vers le bas de la ville. C'est une rue qui va être très vite voûtée. Au XIVe siècle, elle va être complètement voûtée pour permettre l'accès des chariots du haut de la ville vers le bas de la ville. Et dans cette rue, on trouve aussi certaines très vieilles maisons, comme l'Estrie de Bruxelles, qui est en fait un des tout premiers estaminets de Bruxelles. Il date de 1587. Et donc c'était un endroit où il y a d'abord eu un estaminet. C'est un lieu de réunion également d'avocats. Donc, il y a eu un cabaret dedans. Donc c'est vraiment un des très vieux lieux de Bruxelles. Donc ça, je voulais vous parler. Alors c'est tout le même vers le Sablon. Le Sablon à l'époque, c'est pas un quartier comme maintenant. En fait, à l'époque, c'était un cimetière. Donc au Sablon se trouvait le cimetière de l'hôpital qu'on trouve en contrebas, l'hôpital Saint-Jean. Et donc ils ont un cimetière qui s'établisse là en 1299. Et ils vont léguer en 1304 une partie de leur terre à une guilde d'arbalétriers qui va y construire une chapelle. Et cette chapelle va commencer à prendre de l'envergure suite au transport par une certaine Béatrice Sotkens d'une statue miraculeuse de la Vierge. Alors ce transport, ça va créer une procession qui va devenir très célèbre, qui est l'Ommegang. Donc l'Ommegang va être vraiment une des grandes processions de Bruxelles. Elle va avoir lieu jusqu'à la Révolution française, où elle va disparaître, et on va recréer l'Ommegang en 1930. C'est un folkloriste qui s'appelle Albert Marinus. Il va mettre à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Belgique, du 100e anniversaire, une recréation de l'Ommegang. En fait, il va recréer la présentation de l'Ommegang devant Charles Quint. Et donc, c'est ce qui se fait actuellement toujours. Et en fait, l'Ommegang est classé depuis 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça, je voulais vous dire. Et donc finalement, à la place de cette chapelle, on va construire une église vers 1500, qui est l'église Notre-Dame de la Victoire du Sablon. Donc, qui est toujours là, qui est à mon avis une des plus belles églises de Bruxelles, enfin, je pense personnellement. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur cette rue-ci. Nous allons nous avancer maintenant vers les restants de ce qui nous reste de l'enceinte, c'est un peu plus loin. L'enceinte de la ville, donc au bout de la rue Haute. Alors cette enceinte, je vais un peu vous en parler. La construction exacte, on n'a pas vraiment de date. Ce qui semble le plus cohérent, c'est qu'elle date de la première moitié du XIIIe siècle. Elle aurait été créée suite à un accord entre les autorités de la ville avec l'archiduc, non, le duc de Brabant, excusez-moi, Henri Ier, qui a fait la demande de construire une enceinte, du fait que la ville commençait vraiment à prendre de l'expansion, et on avait aussi pas mal de changements, c'est-à-dire par exemple le pouvoir avait quitté le centre pour s'installer au Coudenberg, et il fallait protéger le Coudenberg qui est l'ensemble de la ville, et donc elle ne se fera pas directement sous forme de mur,
on va d'abord employer ce qu'on a comme ressources défensives naturelles. C'est-à-dire qu'on va employer les différents cours d'eau qu'on a, on va employer les différents marais qu'on a, et on va également employer des maisons. On a également les Staines, qui sont des premières maisons en briques, qui sont construites par des bourgeois, et donc on va employer ces bâtiments également comme bâtiments défensifs, on va employer le Codenberg également comme bâtiment défensif, puis finalement on va rajouter des palissades en bois, et puis à la fin on va seulement construire un mur. Alors le mur fait 4 km de long, il est composé d'à peu près 50 tours, qui sont tous les 50 mètres en un rythme régulier. On a 7 portes d'entrée dans la ville, et on a 5 petites portes secondaires dont je vais vous parler également après. Le mur, il est d'une hauteur d'à peu près de 10 mètres de haut et il est assez irrégulier puisqu'effectivement on suit le tracé naturel, on suit les rivières, donc on a vraiment un parcours assez irrégulier et on a également un dénivellement assez fort entre le haut de la ville et le bas de la ville. Alors ces portes, comme la porte ici, donc je vous ai dit on en a 7, alors je vais vous montrer un plan de la ville avec les différentes portes. Voilà. Donc on est ici à la Staine Court. Donc on a une deuxième porte qui se trouve ici, qui est la porte d'Overmolen. Alors la porte d'Overmolen, elle donne accès à la route qui nous mène vers Mons, vers Paris, vers la Galice, vers l'Espagne. Donc c'est la porte qui va être empruntée, par exemple, par les pèlerins qui vont au pèlerinage à Compostelle. Après, on a une porte plus bas qui est la porte Sainte-Catherine. Elle, c'est la porte de la route vers la Flandre. Donc elle va vers Gand, elle va vers Bruges. C'est par là que rentrent tous les marchands flamands dans la ville qui viennent vendre leurs produits ou qui continuent pour aller vers la Wallonie. La porte suivante, la porte noire, elle se trouve à la hauteur du port. C'est une porte qui nous mène vers Vilvoorde, vers Malines, vers Anvers. C'est aussi l'accès qu'on appelle l'accès militaire à la ville. Plus loin, on a une plus petite porte, c'est la porte de Warnshoekbroek. Elle était moins imposante que les autres. C'est la porte qui nous mène vers Schaerbeek. Qui dit Schaerbeek dit produits maraîchers. C'est la région où on cultivait les produits maraîchers. Et si vous connaissez Schaerbeek, vous savez comment on les amenait, certainement en ville, à Dodane. Effectivement, la ville des ânes, c'est pas pour rien. Donc, il arrivait par là-bas. Puis, on a la porte du Treutenberg, dont Daniel va nous parler tout à l'heure. C'était la porte qui allait vers Liège, Cologne. Et puis la dernière, la porte du Codenberg qui allait vers la Wallonie, vers Namur. Et c'était également la porte d'entrée principale pour les gens qui allaient au palais. Donc ça, c'était les différentes portes de Bruxelles. En dehors de ça, donc, on a également des plus petites portes. Donc ces portes-là, elles servaient essentiellement à laisser passer tout ce qui est carrossable, donc les chariots, également les chevaux, etc. Les autres portes qu'on appelle des poternes ou des disquettes, c'est le nom exact. Ce sont des plus petites portes qui servent juste à laisser rentrer des hommes en fait. Donc on ne fait pas laisser rentrer des chariots, elles sont beaucoup plus petites. Et donc ces portes-là, on en a 5. On a la poterne du Loup qui se trouvait à l'emplacement actuel de la tour Philips, donc à De Brouckère. On avait une deuxième porte plus loin, plus ou moins à l'arrière du marché aux herbes potagères. On appelait la poterne des herbes potagères. Donc c'est plus ou moins, j'ai pas trouvé la situation exacte, mais ça, d'après ce que j'ai lu, à l'arrière plus ou moins entre les Beaux-Arts et la cathédrale, ça devait se trouver quelque part. Après, on avait la porte par laquelle on va terminer tout à l'heure, c'est la poterne de Roosbroek. C'est là où on va terminer notre balade tout à l'heure. Et puis on a encore la poterne du Guillon, qui se trouvait plus ou moins à l'angle de la rue des Musclères et de la rue de la Cantine, à côté du couvent des Sœurs Noires, pardon. Et puis la dernière, c'était la poterne de Driemolen, et c'est là on la trouvait au croisement de la rue Saint-Christophe et la rue des Chartreux. Et donc c'est l'endroit où vous avez la statue du chien Zineke, plus ou moins. Donc, voilà, pour vous situer ces différentes portes. Alors les portes, elles sont toutes construites de la même façon. Donc les portes principales, pas les petites évidemment. Les portes principales, c'est un bâtiment rectangulaire central. De chaque côté, on a une tour. On a un toit avec une pente de chaque côté.
Et au centre, on a une galerie couverte qui permet de rentrer, qui fait à peu près 4 mètres de large, et qui est fermée le soir. Donc le soir, tout ça est fermé, il y a un couvre-feu, comme actuellement, ça ne change pas grand-chose. Et donc les gens qui ne sont pas rentrés dans la ville, on ralloge dans les différentes auberges qui se trouvent à l'extérieur, comme ici l'auberge dans la rue, qui permet aux gens d'avoir des logements, où on a des tavernes, où ils peuvent également passer la nuit. C'est également l'endroit où on paye les taxes d'entrée dans la ville. Et, qu'est-ce que je voulais encore dire? Bon, c'est tout pour les portes. Ah oui, il y a également toujours à l'extérieur de la ville un pont qui est au-dessus du ravin qui longe le mur pour permettre effectivement de circuler. Donc ça, c'est ce qui est des portes. Alors on va parler maintenant de cette tour qui se trouve là, donc on appelle la tour Agnesens, et du pan de mur qui est à côté. Alors cette tour Agnesens se trouvait directement à côté donc, de la Seine-Pont, et va également servir de prison. Donc on va savoir que c'était une porte, une fois le XIVe siècle, on va y emprisonner des gens. On va d'abord commencer par emprisonner tout ce qui est vagabond, tout ce qui est mendiant, et dès le 15e jusqu'au 18e, on va y emprisonner des criminels plus importants. Alors par criminel, à l'époque, on parle par exemple des braconneurs de la Forêt-Soigne. Un des derniers personnages connus qui sera enfermé dans cette prison, c'est justement François Agnesens qui va donner son nom à la tour qui se trouve là. Alors qui est ce François Agnesens? En fait, c'était le doyen des corporations de métiers de construction. Et donc il va se refuser avec d'autres gens de ces corporations de se soumettre à une nouvelle réglementation. Il va être arrêté, il va être emprisonné et il va être exécuté en 1719. Et donc on a sa statue qui se trouve par exemple place Agnesens. Alors ces portes, elles vont également disparaître plus ou moins après cette époque-là, vers 1750. On a la destruction de la porte de la Seine-Pont. Et entre 1750, on va dire 1850, la plupart des portes vont être démolies à Bruxelles. Il ne sera pas grand-chose pour dire qu'elles sont vraiment la deuxième enceinte et qu'elles sont en mauvais état. Alors cette tour qu'on a là, elle est particulière puisque ce n'est pas une tour traditionnelle, puisque c'est une tour d'angle. Donc elle est quasi située à l'endroit où la ville, enfin, où la muraille formait un angle droit. Et donc elle doit défendre un espace plus grand. Donc par rapport aux autres portes, aux autres tours, elle est plus importante. Et également les étages ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, on a des étages qui sont en quinconce. Et donc on va voir par exemple au niveau des archères qui se trouvent dans la tour, on a 5 archères, au lieu dans une tour classique on n'en a que 3. C'est effectivement pour avoir un plus grand angle de défense. Alors maintenant je voudrais vous parler du mur qui est à côté, pour vous parler de la construction des murs. Donc on a la chance d'avoir un mur qui est super dégagé et qui nous permet de voir directement le plan de construction. Donc je vous propose juste d'aller là. Alors comment construit-on un mur? Alors la première chose qu'on fait, c'est creuser un ravin. Donc on creuse un ravin qui fait à peu près 10 mètres de large. Avec la terre qu'on retire, on crée de l'autre côté, du côté intramuros, un talus. Alors sur ce talus, on va venir poser l'enceinte. Alors elle est construite d'abord en fixant des piliers dans le sol, des piliers qui font à peu près 2 mètres sur 2. Vous les voyez ici. Il y en a à peu près un tous les 4 mètres. Alors ces piliers, la hauteur, ça dépend du sol. Ils peuvent être plus grands, plus courts d'après les sols qu'on a à cet endroit-là. Ces piliers sont reliés entre eux, vous le voyez, par un arc. Et c'est là-dessus qu'on vient poser l'enceinte. Donc on va construire d'abord un mur. Avec tous les 6 mètres, on a une archère. Donc ça va être le premier étage du chemin de ronde de béton. Oui. Et donc là-dessus, on vient, donc le mur il est posé sur des renforts qui sont de nouveau reliés entre eux par des arcs. Alors il faut savoir que les murs sont construits après les tours, puisqu'ils viennent directement se poser contre les tours qui permettent effectivement de renforcer tout ça. Et au-dessus, on a un deuxième chemin de ronde qui lui est fait d'une muraille crénelée, dans laquelle on a également des fentes dans chaque merlan, on a une fente pour tirer à l'arc également. Donc ça c'est le mur standard, vous allez voir il est partout pareil dans la ville. Alors ce que je voulais juste encore vous dire, c'est que les parties en pierre rouge qui sont sur la tour ne sont pas d'origine.
il date on pense qu'il date à peu près du XVIe siècle, où on a réaménagé la tour. Les tours n'avaient pas un toit en pointe, elles étaient effectivement aussi avec un mur en créneau dessus, typique de cette époque-là, et cette tour-là devait être rajoutée également. Donc voilà, alors cette tour, on a réussi finalement à la montrer au public suite aux fameux travaux de la jonction nord-midi qui ont été construits ici, où on a dans cette zone de Bruxelles à peu près démoli 700 maisons et des quartiers entiers, comme les quartiers de la Poutrie, le quartier Isabelle, donc on a plein de quartiers qui ont été démolis. Et on a ici deux rues qui ont été démolies, qui étaient la rue d'Or et la rue la Steenstraat, c'est une petite rue, et ça a permis de dégager cette tour. Donc finalement, ben, dans tous ces travaux qui ont démoli beaucoup au niveau historique et qui ont complètement défiguré notre ville, on a quand même des bonnes choses, c'est qu'on a pu mettre certains bâtiments en évidence. C'est un des seules bonnes choses qu'on a, effectivement. Donc maintenant, je vous propose de redescendre ensemble vers le quartier des marchés d'en haut et vers la halle au blé. Donc on va aller par là. Oui. C'est au 13e là. C'est les murs d'origine. Alors c'est les murs d'origine, oui. Alors il y a certainement eu des réparations puisqu'on a remis, donc on a dégagé, on a quand même restauré ces murs aussi. Hein, mais c'est d'origine, directement en pierre, pas en bois. Il y a eu des petits écrits au début, d'abord il n'est pas palissades en bois. On ne sait pas. On n'a pas vraiment, donc on pense que ça date de la première partie du XIIIe siècle de l'enceinte. Mais les autres historiens ne sont pas, voilà, pas vraiment d'accord. C'est un peu difficile à ce là. Okay. Donc je vous propose qu'on aille par là, disparaître à la fin du XVIe, début du XVIIe, quand elle va déménager à la rue du vieux marché au grain. Donc on va passer tout à l'heure. Et par après, cette place va tout à fait se transformer. Et au XVIIIe siècle, je vais en parler parce que pour le moment, on rénove un bâtiment là derrière, justement. Ça va devenir le point de départ de tout ce qui est le transfert de la poste. On va avoir les auberges postales. On va avoir également toutes les diligences qui vont partir d'ici. Donc on a beaucoup de maisons du XVIIe de ce côté-ci, qui sont toutes des maisons où on avait des diligences qui partaient vers les villes principales. Il y en a pour le moment un chantier qui se trouve juste là, on peut l'apercevoir à travers les grilles. C'est les rénovations d'une maison qui s'appelait de Kroon of Spagne, donc la couronne d'Espagne. Et c'est de là que partaient les diligences vers Paris, vers Amsterdam, vers Cologne. Et donc pour le moment, ils sont en train de rénover ce bâtiment. Et je vais vous montrer une petite photo. N'hésitez pas là, je vous ai fait un coup d'œil. Voilà, c'est le bâtiment comme il se présentait à l'époque au fond de la cour. Donc ça, c'est dans l'état où il était il y a encore un an et demi. Et pour l'instant, on a un projet de rénovation. Je ne sais pas vraiment ce qu'on va y faire. Je sais que c'est sur le terrain du Parlement bruxellois, donc je ne sais pas s'ils vont l'inclure dans le bâtiment du Parlement. Enfin, voilà, c'est un chantier pour le moment. Je vous propose maintenant d'aller dans la rue ici et de rejoindre un des morceaux les plus imposants de l'abbaye de Villers-la-Ville, va construire un refuge. Donc ça va donner le nom à la rue. Avant de rentrer en rue, je vous expliquer que ces morceaux de muraille qu'on va voir étaient à l'époque cachés par des maisons. On a une maison ici, assez ancienne. En fait, il y avait beaucoup de maisons tout au long de la muraille. Ça a été dégagé par après. On ne les voyait pas, ces murailles, au départ. En tout cas, pas côté intérieur de la ville. Donc je vous propose qu'on aille voir ça, c'est quand même un des plus grands morceaux. La partie entre le talus et le haut du mur faisait à peu près 7 mètres de haut. Et la partie du talus, c'est 4 mètres. Donc des murs qui font entre 10 et 11 mètres à peu près, vu de l'extérieur de la ville. Ce n'est pas énorme pour une muraille, mais comme on est dans un paysage assez plat autour de Bruxelles, on avait vraiment une vision sur quelque chose d'assez imposant, mine de rien. Je vais vous parler de la tour, puisqu'on a là une tour classique qui est quand même dégagée. Alors dans ce film, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'endroits où on a rajouté des murs, etc. C'est le fait qu'il y a eu des habitations. Donc on a muré les morceaux de murs, aménagé des maisons à l'époque. C'est un mur qui a été complètement rénové dans les années 60. En fait, on a construit l'école du centre d'art. Et donc, à la même époque, on a rénové ce mur. L'école, elle est construite également à un endroit historique. Au 19e siècle, on avait là des tas. Et avant ça, on avait en fait dans le terrain d'entraînement donc des arbalétriers de Saint-Georges. C'est donc un terrain qu'ils avaient touché en 1388 et où ils devaient s'entraîner. Donc c'était en fait dans le fossé qui se faisait leur entraînement. On peut imaginer qu'à l'époque, on devait avoir des gens qui étaient à l'arc, là, peut-être
assez chouette. Alors cette tour, elle est donc typique de toutes les tours de la muraille. Elle est composée en fait, la construction est faite en 4 niveaux. On a le niveau qui est sous la terre. Donc de ce côté-ci, on n'a rien de visible. À l'extérieur, on voit effectivement la pierre qui suit la forme donc du ravin, du fossé. Puis on a un premier étage où on a donc le premier chemin de ronde, où on a toujours la même construction. Donc on a une voûte pour rentrer, on a un plafond en cul de poule. C'est une demi-tour, donc c'est en fer à cheval. Et on a chaque fois 3 fentes pour tirer à l'arbalète, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Et de chaque côté, on a une porte qui nous permet de monter à l'étage. 3 archères, voilà. Puis quand on arrive au premier étage, on a de nouveau une salle qui est exactement sous la même forme. Là, on n'a plus d'escalier pour monter plus haut. On a par contre une porte de chaque côté qui permet d'aller sur le chemin de ronde. Et ça permet d'avoir un chemin de ronde qui continue. En fait, il y a des tours, mais ce n'est jamais coupé. Donc les gens peuvent vraiment... Par contre, c'était prévu vraiment par segment. Donc chaque segment avait une défense propre à son segment. Et puis au-dessus, on avait également un toit qui a disparu ici, où on avait de nouveau un toit plat avec un mur en créneau. Donc c'était vraiment la tour traditionnelle, et elles sont toutes pareilles, vous pouvez, à part la tour justement à Nielsen, qui est différente. Voilà ce que moi j'avais à vous dire pour cette première partie, et je vais passer la main à Émilie qui va nous amener un peu